Merci beaucoup à Pascal Staccini de m'avoir invité à ce congrès, à ce colloque et à cette semaine passionnante où on a appris beaucoup de choses sur le e-learning, les serious games. Et donc pour ma part, je vais vous présenter l'application des serious games et des thérapies, des psychothérapies, des serious games dans le domaine des psychothérapies en particulier. Donc je suis maître de conférence de psychologie au laboratoire de psychologie et d'anthropologie cognitive et expérimentale à la Maison de sciences de l'homme et à l'Université de Nice Sophia Antipolis, et également je suis co-responsable d'une formation universitaire de thérapeute en psychothérapie comportementale et cognitive. Alors, des thérapies sur l'ordinateur, on les appelle des thérapies computerisées ou Computer-Based Cognitive Behavioral Therapy. Et les serious games, comment c'est possible? Il faut savoir que dès qu'on dit psychothérapie sur l'ordinateur, on est tout de suite dans un changement de paradigme dans les psychothérapies traditionnelles qui reposent principalement sur la relation entre un patient et un thérapeute, un client et un thérapeute. Sur l'ordinateur, bien entendu, la relation est présente, mais elle est beaucoup moins au premier plan, et au premier plan va se situer plutôt le contenu, le matériel pédagogique utilisé pour l'apprentissage et pour induire des changements thérapeutiques. D'autre part, il faut souligner aussi qu'au premier plan sera aussi les capacités cognitives et psychologiques du patient à bénéficier du contenu qui sera proposé. L'avènement de ces psychothérapies sur l'ordinateur est précipité par plusieurs constats. Premièrement, le constat de l'ampleur épidémiologique de la dépression qui contraste avec l'insuffisance des moyens de prise en charge. Selon l'Organisation mondiale de la santé, tous les ans, il y a 34 millions de personnes dans le monde qui sont concernées par la dépression et qui ne sont pas soignées. Il faut savoir que les études épidémiologiques montrent que 30% uniquement des personnes souffrant de dépression sont soignées, accèdent à la prise en charge. Ces chiffres sont également retrouvés dans la population d'enfants et d'adolescents, où on trouve 7 à 15% d'adolescents souffrant de dépression. Ce sont des chiffres également retrouvés dans plusieurs pays européens. Ils sont assez homogènes. Et là également, on retrouve que 70% des adolescents déprimés n'accèdent pas également aux soins. On étudie également quelles sont les barrières de l'accès aux soins. Donc c'est le deuxième constat qui précipite et qui justifie l'utilisation de l'ordinateur. Les plus grandes barrières de soins étudiées dans la littérature sont tout d'abord des barrières économiques. C'est le coût de la prise en charge. D'autre part, il y a un constat sur l'insuffisance de thérapeutes et de médecins. Comme vous savez, c'est les listes d'attente trop longues. Souvent, il faut 2 à 3 mois pour prendre rendez-vous avec un thérapeute. Or, comme on sait, la dépression est une urgence thérapeutique. D'autre part, il y a également des contraintes géographiques. C'est l'absence de thérapeutes dans certaines localités assez isolées, par exemple, ou des problèmes de déplacement des personnes. Ou tout simplement des problèmes inhérents au déplacement, de l'absence d'envie tout simplement d'aller voir quelqu'un, de consulter, qui sont inhérents à la problématique de la dépression elle-même. Le problème de stigmatisation également, c'est une des plus grandes barrières d'accès aux soins, notamment dans le domaine de la santé mentale et en particulier pour la dépression. La honte, l'anxiété sociale, la peur d'être jugé, d'être pris pour un fou, ça constitue vraiment une grande barrière de cet accès aux soins, en particulier chez les adolescents aussi. Et chez les adolescents, ce qu'on voit, c'est les enquêtes montrent que les adolescents, quand ils ont des difficultés, des pensées sombres, ils préfèrent se soigner seuls, aller lire des informations sur Internet, partager avec des amis, par exemple. Et d'autre part, une autre barrière de soins aujourd'hui clairement identifiée chez les enfants et les adolescents, c'est le manque de connaissances en matière de santé mentale. Qu'est-ce que c'est que la dépression? Est-ce que ça se soigne? Comment on peut nous aider?
il y a également un contexte clinique et scientifique actuel qui, celui de l'evidence-based medicine, hein, que vous connaissez tous, qui pousse de plus en plus vers l'opérationnalisation des procédures de soins et la construction de manuels de thérapeutes, hein, d'une certaine standardisation des soins qui va favoriser également des études scientifiques sur les bénéfices des différents types de prise en charge et dispositifs de soins. Et qui pousse également à une certaine contractualisation de la relation aux soins et qui met en premier plan justement les contenus thérapeutiques et non pas uniquement donc la relation. Et bien entendu, nous avons aujourd'hui l'omniprésence des nouvelles technologies dans notre univers pour le quotidien, l'éducation, la santé, et la génération des digital natives qui préfèrent avant tout communiquer par aussi l'ordinateur. D'autre part, historiquement, on sait qu'il a été démontré l'intérêt et l'efficacité des procédures qu'on appelle les self-help, hein, manualisées par des manuels pour l'anxiété et la dépression. Donc on sait que ces procédures, travailler avec des livres, des manuels, des différents médias qui donnent des informations sur la santé mentale, notamment sur la dépression, ont une efficacité pour réduire la sévérité de la dépression. Aujourd'hui, dans ce contexte, donc, on trouve des programmes thérapeutiques existants qui, quand je dis ces programmes thérapeutiques, tout d'abord, on n'est pas encore dans les serious games, c'est vraiment des programmes autonomes, d'usage autonome, qui ne sont pas des thérapies par Skype, par Internet, qui visent uniquement à réduire la distance géographique entre le thérapeute et le patient. Ce sont vraiment des logiciels, des environnements informatisés sur lesquels le patient va se connecter et suivre une thérapie sur un mode assez proche de ce qu'on connaît de l'e-learning, par exemple, actuel. Alors, dans la littérature, il y a plusieurs revues de la littérature aujourd'hui qui répertorient ces programmes et par exemple, ici, dans une revue de la littérature, on a répertorié 25 sites web qui proposent 32 programmes qui comportent des éléments interactifs thérapeutiques, notamment ciblant l'anxiété et la dépression, en particulier la dépression. Et ces programmes varient beaucoup en termes de contenu, d'accessibilité, de mode d'usage, des méthodes aussi de délivrance, mais également, mais une très très faible partie de ces programmes, comme ça a été souligné aussi dans d'autres contextes, ont une validation scientifique. Et donc, nous avons, avec mon groupe de travail, évalué et analyser quelles sont les composantes thérapeutiques de ces thérapies sur l'ordinateur, uniquement pour des programmes qui sont considérés comme validés scientifiquement. On a répertorié 8 programmes validés scientifiquement. Donc, vous voyez, de cette grande majorité des programmes, il y a vraiment un très très faible nombre qui ont fait l'objet d'études, d'essais cliniques randomisés, hein, par exemple, et qui sont basés, leurs procédures sont basées sur des méthodes scientifiques aujourd'hui reconnues dans la littérature. Je voudrais quand même ici souligner, parce qu'on est à l'université, que parmi ces programmes qui font confiance, hein, aussi bien aux thérapeutes, aux chercheurs et aux patients, sont des programmes qui sont créés par des services hospitalo universitaires. Hein, c'est l'université aujourd'hui est une gage de, je dirais, de confiance pour les utilisateurs. Et là, au premier chef, ici, nous trouvons Beating the Blues, qui est le programme de King's College et de Maudsley Hospital à Londres, qui sont des très grandes institutions de soins renommées donc en Grande-Bretagne. Et le programme également de l'Université d'Australie, MODGYM. Et il y a aussi un programme européen aussi d'Allemagne qui s'appelle Deprexis, de la société Gaia. Il faut savoir aussi que l'utilisation de ces programmes et leur validation a conduit des instituts nationaux de santé à recommander leur utilisation dans la prise en charge de la dépression en première instance, mais aussi pour la prévention de la dépression. Alors, comment ça se passe? Je vais donc donner un exemple de l'environnement, en fait, de l'ambiance de ces programmes pour les adultes et également les changements qui s'opèrent, qui sont nécessaires pour leur application chez les adolescents. Tout d'abord, ces programmes utilisent un environnement de type e-learning qui utilise des codes des thérapies comportementales et cognitives classiques qui comportent, par exemple, une évaluation initiale qui est sous forme de quiz, des questionnaires classiques construits pour la dépression.
Également, il y a par des questionnaires l'évaluation des problèmes et des objectifs personnalisés de chaque patient. La psychoéducation, je ferai une démonstration tout à l'heure. Des pensées, un travail autour des pensées dysfonctionnelles, des biais, des processus de pensée qui sont inhérents à la dépression, par exemple les pensées négatives, le sentiment d'être triste, démoralisé. L'inactivité, la lutte contre l'inactivité qui est également associée à la dépression. Et il y a des programmes appelés d'activation comportementale qui visent à planifier des activités et évaluer le plaisir investi dans ces activités. Également, il y a des procédures de recherche de solutions à des problèmes dans la vie quotidienne. C'est des procédures de résolution de problèmes, des procédures de communication, comment s'exprimer, recevoir l'avis d'autrui de façon non violente. Par exemple, des programmes de relaxation et de prévention de rechute. Également, il y a certains programmes incluent des procédures, ce qu'on appelle de troisième vague de TCC, qui vont s'axer beaucoup plus sur les valeurs, l'acceptation des difficultés de la vie quotidienne, l'activation des ressources positives de la personnalité. C'est le cas du programme Deprexis. Alors, une démonstration ici du choix de Deprexis. Donc, ces programmes sont très, très différents en termes d'environnement. Mais ici, pour le programme allemand Deprexis, le choix est de simuler un flux de conversation et de proposer des exercices au fur et à mesure de déroulement de ce flux de conversation qui se réalise sous forme de quiz. Donc, il y a beaucoup d'images, des métaphores, en fait, pour le changement, pour le ressenti dépressif et les changements qu'on peut espérer. Le rôle de la psychoéducation est primordial dans l'ensemble de ces procédures. On va donner, par exemple, des explications de ce qu'est la dépression et que la dépression, par exemple, va être ressentie par des manifestations dans le corps, des pensées, des émotions, mais aussi le comportement. Et à partir de là, on va induire aussi une psychoéducation sur les procédures de changement qu'on va recommander dans ces programmes, qui également vont viser ces 4 domaines. Le corps, donc par exemple induire la nécessité de la relaxation, des sentiments, des psychoéducations autour du rôle des sentiments, la tristesse, la peur, l'anxiété par exemple, les pensées négatives, les pensées et leur spécificité dans la dépression, et le comportement, comme on a dit, plutôt la lutte contre l'inactivité. Alors, Beating the Blues, donc vous voyez, Deprexis, le programme allemand utilise un contenu essentiellement livresque. Il a montré une efficacité aussi bien pour ce qu'on appelle des chercheurs d'aide sur des sites et des forums sur la dépression, et également chez les patients. Donc en fait, ce programme a été utilisé avec soit en autonomie par les patients, mais aussi par des personnes au cours d'une psychothérapie traditionnelle accompagnée par un thérapeute. Donc le programme montre une certaine efficacité, mais il est très peu interactif, il est très statique, il est vraiment pas ludique, il reste très intellectuel, coûteux en ressources cognitives pour les patients. Ça, il faut l'avouer aussi. Alors, pour marquer ici la différence avec le choix de programmes anglais de King's College et de Maudsley Hospital, le Beating the Blues, c'est le programme, je dirais, le plus abouti dans ce domaine, parce qu'il va utiliser vraiment un environnement aussi de e-learning plus interactif, avec beaucoup de matériel vidéo aussi pour conduire de la psychoéducation et l'apprentissage social. Donc en fait, pour l'ensemble des procédures qui seront incluses dans le programme, les patients vont regarder des vidéos de personnes qui ont vécu la même chose, qui ont fait l'expérience de la dépression et qui rapportent cette expérience, et qui également rapportent l'expérience avec aussi l'environnement thérapeutique de Beating the Blues. Chaque procédure qui va être proposée, pour chaque procédure, il y aura des témoignages des personnes, comment ils ont fait. Donc vous voyez, c'est vraiment l'apprentissage social chez Arabandura, ce que vraiment des procédures d'apprentissage développées par les psychologues sociaux. Donc un exemple ici, donc ça reste quand même assez, un contenu assez statique, où la personne il y a quand même un effort de personnalisation, où la personne va définir parmi une liste de problèmes, cibler des problèmes qu'il met au premier plan par rapport à sa problématique. Et donc, du coup, on va essayer des problèmes sur lesquels il va se centrer, il va analyser. On va induire également l'idée de la modification des pensées et des processus cognitifs pendant la dépression et leur impact sur l'inactivité,
propres à la dépression. Et donc ici, par exemple, une démonstration comment ils font une séquence d'activation comportementale, c'est-à-dire proposer des exercices de choix d'activité que le patient a délaissé et qui va reprendre à réaliser, par exemple. Donc tout d'abord, il y a des explications vidéo du rôle des activités plaisantes et leur lien avec la dépression. Le constat, le patient va constater lui-même en cochant des cases là sur la plateforme parmi les activités qui seront proposées. Il va constater que par rapport, par exemple, à un niveau de fonctionnement avant la dépression, il a réduit drastiquement ses activités. Et donc il y a un travail motivationnel où le patient va choisir également des activités qu'il souhaite reprendre dans les semaines à venir. Petit à petit, il a un plan thérapeutique comme ça qui est construit avec le patient, avec le choix d'activités personnalisées. Et à chaque fois, il est guidé donc, par les vidéos, par les exercices qui sont proposés par le programme. Donc, d'autre part, le même type de procédure est utilisé par les procédures appelées restructuration cognitive. C'est la mise à jour des cognitions dépressives, des cognitions négatives liées à la dépression et leur lien avec les émotions et le comportement. En fait, on voit que le bilan, il y a beaucoup d'études randomisées contrôlées menées avec ces dispositifs qui montrent leur efficacité pour la dépression légère à modérée. Mais il faut savoir qu'il y a un très faible nombre de patients qui arrivent à bénéficier de ces procédures. Il y a entre 16 et 20% des participants qui complètent les procédures complètes lorsqu'ils sont seuls, en autonomie. Ces taux augmentent, bien sûr, lorsqu'il y a un accompagnement thérapeutique, même minimal, c'est-à-dire le patient va recevoir des SMS motivationnels, par exemple, ou une guidance thérapeutique au début ou à la fin de la thérapie par un thérapeute. On voit que ces procédures ont une très faible interactivité. On est très loin de jeux, donc ils ne sont vraiment pas ludiques. En même temps, chez l'adulte, c'est une interrogation. Il y a très peu d'études ergonomiques de savoir est-ce que chez les adultes qui souffrent de dépression, les éléments ludiques sont souhaitables. C'est vrai que ce qui fait confiance aux gens, c'est aussi de voir un environnement assez médical. C'est, comme on va le voir, pas du tout le cas lorsque ces procédures doivent être appliquées chez les adolescents. Et donc, dans ma dernière partie, je vous montrerai les procédures et l'adaptation de ces programmes chez les adolescents. C'est vrai que par rapport à ce que je vous ai montré, il est difficile de penser que des ados vont s'asseoir devant leur logiciel et cocher des cases et soigner leur dépression. On voit que c'est absolument pas réalisable. Alors, bien sûr, il y a ici plusieurs auteurs qui ont cherché à adapter ces procédures thérapeutiques. Il y a des adaptations comme celles que je vous ai montrées, mais je pense que ce ne sont pas les plus innovantes et intéressantes, en tout cas pour l'adolescent. Donc, du coup, je vais me concentrer vraiment sur des environnements qui proposent des univers ludiques, vraiment de type jeu sérieux, qui essaie d'apporter cette expérience de flow, ça a été souligné tout à l'heure, de jeu, d'action, des éléments amusants pour les adolescents. Le premier serious, et là on est vraiment dans le domaine des serious games, et le premier serious game pour la prise en charge de la dépression et l'anxiété chez les adolescents, c'est Personal Investigator, qui est créé par vraiment un pionnier reconnu dans le domaine, c'est David Cole, à l'University College de Dublin, en Irlande. Et donc là, c'est un univers fantastique où le jeu est un jeu d'exploration et de réflexion, où l'objectif est de conduire le personnage, donc le joueur, est un investigateur qui est comme un détective qui doit chercher des indices qui lui permettent de trouver des solutions à des difficultés, des problèmes rencontrés dans la vie quotidienne. Et ces problèmes sont des problèmes de comportement, des problèmes de relations, de communication avec les camarades, des problèmes d'organisation ou de décisions à prendre. Donc en fait, le jeu va comporter des éléments psychoéducatifs et thérapeutiques que le détective va aller chercher à chaque fois et va chercher à les appliquer avec le thérapeute à ses situations personnelles. Il faut savoir que chez les adolescents, ces jeux, ces serious games sont utilisés comme des médiateurs dans la relation thérapeutique. Là, cette fois-ci, ils ne sont pas utilisés par les enfants seuls, mais vraiment avec le thérapeute. Et donc, l'ensemble de l'intervention est manualisé. Il y a un code, vraiment des procédures définies pour l'utilisation.
Le deuxième jeu assez reconnu et validé par des études contrôlées et randomisées, c'est Genat Island. Donc là, c'est un jeu de fantasy, un jeu d'exploration dans un univers de fantasy, de nouveau qui se réalise en sciences de thérapie. Le joueur va rencontrer des personnages avec qui donc il va converser, hein, et donc il va recevoir des conseils, des explications sur ses pensées, les croyances, les émotions dépressives par exemple. Et dans cet environnement, il y a des petites bestioles qui sont très très dangereuses. Hein, c'est les NATS, en fait c'est les pensées automatiques négatives sur lesquelles il faut vraiment se méfier et contre lesquelles il faut absolument noter et mener des combats dans l'environnement de jeu. Donc il faut apprendre à se méfier. Donc ça ce sont des choses qu'il faut bannir, par exemple de raisonner en termes de blanc ou noir, de personnaliser tout le temps à soi, de deviner ce que l'autre y pense. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les erreurs de pensée, les pensées automatiques négatives et les biais de pensée dans un jargon de thérapeute TCC. Et donc, du coup, là, le focus et l'emphase est mis sur des activités qu'on appelle la restructuration cognitive, c'est amener plus de souplesse et plus de distance avec les pensées négatives. Et donc, enfin, le jeu aussi le plus reconnu dans le domaine et également qui a suscité plus de 17 études contrôlées et randomisées, c'est Sparks, Smart, Positive, Active, Realistic, X-Factor Dose. Donc, vous voyez, c'est un jeu créé en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est un jeu qui est beaucoup plus à l'usage autonome. Il peut être aussi utilisé seul par les adolescents. Donc, c'est un self-help, en fait, un serious game, adapté aux adolescents de 12 à 19 ans. Et là, on est dans un univers de nouveau fantastique en 3D, où, de nouveau, le joueur va explorer un environnement de fantasy, dans lequel il va lutter contre les sombres pensées négatives dans un monde inconnu, et ceci étant guidé par un guide suprême et différents personnages dans lesquels qu'il va rencontrer dans l'environnement, qui de nouveau vont lui donner des exercices à faire, vont lui donner des conseils sur la résolution de problèmes, etc. Donc les étapes par exemple qui vont être gamifiées dans le jeu, c'est la psychoéducation sur la dépression et les thérapies comportementales. C'est aussi l'introduction de que sont les sombres pensées. La notion également dure, la notion d'espoir, de rémission, que le changement est possible. Un travail autour des activités, la relaxation, les habiletés sociales, la gestion des émotions et résolution de problèmes. Les identifications des erreurs de pensée, comme les GENATS dans l'étude précédente, les pensées alternatives, quelles solutions alternatives on peut penser à ce qu'on fait habituellement, par exemple, et des notions d'acceptation et de pleine conscience. En fait, c'est donc, comme j'ai souligné, il y a très peu d'études qui ont fait l'objet d'essais contrôlés randomisés, et des méta-analyses ici récemment menées montrent que ces jeux, ces serious games, mais aussi leur format computérisé, des thérapies les premiers que je vous ai présentés, ont une certaine efficacité pour des dépressions légères et modérées chez l'adolescent, avec une adhésion un peu plus forte quand même chez les adolescents par rapport à l'adulte, parce qu'ils sont accompagnés. La plupart sont quand même avec un accompagnement thérapeutique. Alors, pour terminer, une perspective donc de ces approches, c'est déjà améliorer l'ensemble de leurs caractéristiques et l'adaptation à un usage autonome chez les adolescents, parce que justement on va viser le problème, et c'est les adolescents qui n'accèdent pas aux soins, parce que là de nouveau on a des adolescents qui sont déjà soignés par des thérapeutes. Donc il faut faire des applications beaucoup plus larges et accessibles au plus grand nombre en fait d'adolescents qui commencent à avoir des symptômes de dépression sans forcément des épisodes dépressifs majeurs et l'ensemble des conséquences sévères comportementales qui sont associées. Une deuxième voie d'évolution, c'est l'étude des processus et mécanismes cognitifs et émotionnels, mais aussi cérébraux, qui sont sollicités par l'ensemble de ces dispositifs. En fait, l'évaluation des psychothérapies actuelles, qu'ils soient computérisées ou serious game ou autres, se fait toujours sur des mesures de sévérité des symptômes ou des mesures comportementales. On attend qu'on mesure est-ce que le patient va bien.
et on mesure le degré de dépression. Or, des fois, les changements ne sont pas observables immédiatement, mais par contre, ça ne veut pas dire que les dispositifs ne sont pas efficaces. Ils ont déjà créé une modification au niveau des processus de pensée qu'il faut savoir aujourd'hui capter par des méthodes qu'on a, avec lesquelles on dispose en psychologie cognitive, en neurosciences cognitives, des méthodes qui permettent de la mesure des processus cognitifs, émotionnels et cérébraux associés à la dépression. Et on est vraiment dans cette démarche aujourd'hui, dans l'étude des effets de ce qu'on appelle neuroplastiques, des effets de neuroplasticité, des changements des processus cognitifs et cérébraux induits par des procédures thérapeutiques, notamment informatisées. Et par exemple, en matière de dépression, nous avons aujourd'hui des signatures cérébrales des pensées autoréférentielles négatives, par exemple, dans la dépression, qu'on peut enregistrer lors d'une certaine tâche cognitive, par exemple lorsque la personne va lire des informations à des contenus négatifs, et on sait que la pensée autoréférentielle négative, qui est très très connue, établie aujourd'hui dans la dépression, va être reflétée ici par des petites ondes cérébrales qu'on peut enregistrer avec des dispositifs très simples d'électroencéphalogramme. Par exemple, où on extrait des potentiels évoqués liés à la pensée autoréférentielle négative. Et ces indicateurs peuvent être suivis au fur et à mesure du traitement, par exemple, avant et après le traitement, et on peut voir, par exemple, si après l'amélioration des comportements, si les pensées négatives et les émotions associées à la dépression persistent, là on est sur des indicateurs, par exemple, de rechute de traitement. Donc on peut suivre, associer des indicateurs neuroscientifiques. Donc c'est la démarche, et c'est ma dernière diapositive, qu'on a suivi également dans un travail précédent que j'ai réalisé sur un serious game dans le domaine de l'autisme, où on a créé donc un serious game qui visait la remédiation cognitive des difficultés de reconnaissance des émotions et la théorie de l'esprit dans le domaine de l'autisme. Et on a mesuré l'efficacité également de ce dispositif avant et après l'application thérapeutique, et on a observé que, par exemple, dans des tâches de reconnaissance des émotions chez les enfants avec autisme, après l'utilisation de jeux, donc on était sur un nombre de séances assez réduit, entre 5 et 7 séances, mais que les processus attentionnels étaient améliorés, c'est-à-dire les enfants portaient plus attention aux émotions exprimées par les visages. Il avait des indicateurs d'apparition d'une certaine conscience émotionnelle, c'est que ces visages exprimaient en plus des émotions, une intentionnalité, mais par contre, certaines d'autres procédures d'exploration faciale fine n'étaient pas améliorées. C'est juste un exemple d'un jeu du Serious Game, donc je vais citer également ici les partenaires. Et ça me donne l'occasion aussi de dire que créer un serious game, bien sûr, suppose un terrain de collaboration pluridisciplinaire très très vaste et soutenu, et dans lequel les chercheurs, et il y a ici beaucoup de jeunes chercheurs et étudiants, il faut savoir qu'ils occupent une place centrale dans le développement de l'ensemble de ces dispositifs. Et donc, du coup, je voudrais remercier les gens qui travaillent avec moi sur la dépression et pour les serious games. Donc, que ce soit des jeunes psychologues, psychiatres et l'entreprise Multipass. Voilà. Donc, le soutien de Merci Galina. Merci beaucoup de cette dense présentation. Alors je ne sais pas si on a tous revêtu notre casque. Les dernières diapos m'évoquaient un article qui avait été publié dans Jimir. Sur l'utilisation en définitive. Alors là, il y avait à la fois l'objet connecté qui était le t-shirt et l'émotion. J'en avais un autre sur les émotions avec donc la récupération électroencéphalographique. Par rapport donc en fait, on va dire à l'essai d'objectivation. En fonction, par exemple, du joueur qui allait être tué dans un jeu, et donc c'était chez les militaires, et on essayait de regarder au travers du t-shirt finalement les variations entre guillemets de la sueur, et essayer finalement de trouver dans le comportement du joueur les éléments de sa résilience, c'est-à-dire qu'il était tué, ok, mais il allait se redresser très rapidement. Alors je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Moi, j'en avais une, mais je m'adresse à Alexandra, je ne la vois plus. Elle est là-haut.
parce que il y avait quelque chose, moi, qui me turlupine dans les histoires de maladies chroniques chez les enfants, et ça s'adresse aussi à Hélène, c'est que je ne sais pas quelle est l'image que les enfants ont par rapport à une expérience douloureuse. Je pense par exemple à l'asthme. Un jour, un enfant finalement n'a pas sa ventoline et puis a une mauvaise expérience où là, il commence à avoir un souci. Et quand il se retrouve plongé dans le jeu, je serais tenté de me demander si l'utilisation d'un casque pouvait non pas là montrer l'évolution de la pathologie, mais plutôt le fait que ça lui rappelle et que ça évoque des craintes pour lui. Parce qu'il y a un effet secondaire, vraisemblablement, hein, parents d'élèves et responsables, enfin pas responsables, mais en tout cas impliqué dans ces éléments-là, dans le collège de mon fils. Je vois passer beaucoup d'annonces en ce moment, non pas forcément sur les addictions, mais sur le comportement par rapport au jeu. Et donc il y a une partie, on l'avait vu hier, hein, sur regarder les jeux de guerre, les gens vont être plus violents. Et là, c'était un autre élément, c'était de dire, l'enfant qui a vécu une expérience un petit peu difficile, est-ce que se voir replonger dans le jeu, dans cette expérience difficile, n'est peut-être pas néfaste. En tout cas, il faudrait peut-être l'identifier. D'accord ? Enfin, c'était plutôt en termes de recherche. Hein. Et donc, dans l'essai que vous comptez mener, l'idée, c'était peut-être de s'adjoindre des professionnels de la psychologie pour essayer de mieux comprendre. Enfin, voilà, moi, c'était juste, je lance, et puis... Tu peux répondre, Sandra ? Il doit y avoir des équipes sur Bordeaux, non ? Ils font ça avec le vin une fois par an, non ? C'est pas ça. Je sais pas, non, c'est les œnologues, pardon. Oui, donc pour reprendre les fameux événements néfastes liés aux maladies chroniques, donc les ETP, pour ça, nous sommes vraiment rendus compte de comment les gens vivaient avec. Parce qu'il y a la littérature, la biblio, etc. C'est que de la théorie. Et c'est pour ça qu'on a signé ce partenariat avec le Centre d'éducation thérapeutique pour vraiment voir la réalité du terrain et comment les gens vivaient avec. Parce que même avec les adultes, déjà dans la littérature, il y a beaucoup plus de perception de l'asthme avec les adultes qui le prennent vraiment beaucoup plus mal que les enfants. Mais le fait de les rencontrer et de voir comment ils vivaient avec, en fonction vraiment de chaque situation, ça nous a permis donc de nous en rendre compte. Et tous les témoignages, je m'en suis inspirée pour créer les contenus, notamment dans les vidéos pour en savoir plus. Et à chaque fois, ça reprend un témoignage que j'ai récupéré dans les centres d'éducation thérapeutique. Par exemple, il y en avait les inhalateurs, je ne le savais pas, il y a des couleurs différentes, rouge pour les traitements de fond, donc de tous les jours, et bleu pour la ventoline. Et le distinguo des couleurs, c'est fait exprès. Oui. Les chambres d'inhalation, même, c'est pour plus petits. Ouais. Mais c'est pour vraiment faire le distinguo traitement de crise, traitement de fond. Et les enfants, ils ne le savent pas. Eux, ils s'associent tous à la ventoline, par exemple, et ils ne regardent pas les inhalateurs qu'il faut prendre tous les jours. Et du coup, c'est un exemple pour donner vraiment que la perception de comment ils voient les traitements, comment ils voient la maladie. Et bien sûr, il y a toutes les techniques de gamification, notamment les feedbacks positifs, aucun feedback négatif non plus, pour vraiment dire que c'est pas un drame. Tu peux vivre avec. Je suis complètement d'accord. Le propos était de dire on a prévu quelque chose, on vérifie que ce qu'on a prévu marche. C'est surtout ça qui m'inquiète. Mais bon, parce qu'en fait, entre ce qu'on prévoit... Moi, ce que je voulais dire, c'est que quand on a fait avant Réfléchir à des items, on a fait des jeux pour les enfants. C'est l'affaire Virement et Time Out, et on été associés dans l'équipe, en fait, des psychologues, justement, pour nous permettre de bien travailler là-dessus, notamment sur le ressenti par rapport à certaines séquences pédagogiques qu'on avait décidé de mener par rapport aux enfants. Et on avait travaillé avec l'association des jeunes diabétiques, justement pour avoir des réactions sur les dessins. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé, en fait j'ai fait l'expertise patient en fait sur nos 2 premiers jeux, puisque j'ai du diabète depuis que j'ai 7 ans. Donc par exemple quand on a créé le jeu Time Out, notre graphiste il voulait représenter l'hyperglycémie par le personnage qui devenait tout vert et qui était un peu vomissant. J'étais pas tout à fait d'accord, par exemple.
je me voyais pas trop comme ça quand j'étais en hyperglycémie. Donc c'est par rapport aux représentations des images aussi, et par rapport aux scènes suivant l'âge. Sur l'affaire Birman, on peut pas perdre, par exemple. Il y a une petite mascotte qui guide l'enfant, etc., justement pour pas trop l'inquiéter. En revanche, Time Out, c'est un jeu qui est pour les plus grands, donc on peut être game over. Mais on explique que voilà, si on rebranche pas sa pompe insuline, on n'a plus d'insuline. Enfin, on peut être game over dans le jeu, mais c'est pour aussi montrer les risques que ça peut avoir sur la vie de la personne, mais c'est expliqué. En pharmacologie, je prescris le médicament et puis ensuite je regarde dans la vraie vie comment ça se passe. Et là-dessus, on n'est pas du tout fort en France comme dans le monde. Et c'est dans ce sens-là que je posais ma question. C'est-à-dire, une fois que vous avez prévu des choses, il y a une forme de médicament, entre guillemets, là-dedans. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une intervention. Pour autant, je pense que les techniques d'objectivation peuvent être intéressantes. Est-ce qu'il y a... Loïc? Oui. Juste, oui. Oui. Vous allez développer un jeu sérieux au TCC. Oui, on a actuellement... Voilà. Oui. Pour lutter contre l'addiction, un jeu sérieux. On avait pété le compteur. Ah. Jean-Marc. 1000 excuses, on a pété le compteur. En tout cas, on développe des jeux sérieux et des procédures de TCC computérisées pour les adultes et chez les enfants. Il y a un jeu sérieux de bien aussi que Minecraft, peut-être. Après, juste par rapport aux indicateurs... On va parler à SegaCraft dans pas longtemps. C'est juste par rapport aux indicateurs, par rapport à ta remarque, Pascal. Personnel, en fait, c'est très important, je pense. Aujourd'hui, on a besoin des marqueurs aussi un peu objectifs, mais en même temps, je pense que l'intérêt d'utiliser l'imagerie cérébrale dans l'étude des psychothérapies n'est pas seulement pour apporter un indicateur de plus que ça marche, parce que quand ça marche, on le voit chez les patients. En fait, c'est aussi vraiment pour étudier des processus neurocognitifs sous-jacents aux procédures thérapeutiques et savoir les affiner. En fait, si on utilise l'ordinateur ici, c'est pour stimuler la neuroplasticité et faire des choses qu'on ne peut pas faire en thérapie réelle. Si on crée des thérapies sur ordinateur pour faire ce qui est fait dans un cabinet avec un thérapeute, je pense que c'est pas forcément nécessaire. Mais par contre, aujourd'hui, il faut utiliser de nouvelles technologies pour adapter les procédures de soins et justement créer des activations de ressources cognitives, émotionnelles, qu'on ne peut pas faire vraiment uniquement en cabinet avec la fréquence d'une thérapie traditionnelle. Et voilà, donc il y a toute une littérature après sur la neuroplasticité et la manière de l'utiliser. On fera chez les vieux, j'ai constaté que les vieux, ils étaient moins neuroplastiques, moi le premier étant... si, ils sont neuroplastiques et la littérature le montre qu'il y a des changements possibles à tout âge. Bon, mais ça va, ça me laisse un espoir. Et... Oui. Vous allez avoir des mesures effectivement temporelles sur l'usage d'un science game pour voir effectivement c'est aussi un usage court. Oui. En fait, notre projet est également d'utiliser ces marqueurs au fur et à mesure d'une psychothérapie traditionnelle de TCC et des programmes psychoéducatifs informatisés. Voilà. Donc, Bien. Ah, Régis. Bon, alors... Et après, on arrête, on va faire passer... parce qu'on a la médaille d'or. Oui, pour répondre à ta question aussi, on travaille actuellement sur un jeu en TCC à destination des jeunes qui ont un problème de binge drinking. Et en l'occurrence, oui, on est sur de l'intervention brève par Internet, donc il y a un début, une fin. Ça se passe sur quelques semaines, et après on fait un petit feedback, on regarde ce qui s'est passé. Merci pour cette dernière remarque. On fait un petit break quand même, parce que... Merci Galina, merci beaucoup, vraiment. De Jean-Jacques. Voilà. Alors ça c'était alors ça c'est facile. La thérapie sur ordi, tu vas bien, tout va bien, nous allons bien. Qu'est-ce qu'il dit? Rien, c'est du blabla. Donc voilà, maintenant c'est ce qu'il en est des flux de conversation, c'est clair au moins. Et ces activités, vous choisissez quoi? C'est Gabriel 2016. Bien évidemment, merci Jean-Jacques, c'est important. Jamais si bien défendu que par soi-même. Vous connaissez le nouveau jeu positif de Galina, c'est le Yakimovator. Non, ben voilà, la motivation et les TCC. Merci beaucoup.